Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là. Et c'est d'autant plus un plaisir de voir qu'il y a du monde qui est venu pour entendre parler d'un sujet aussi peu sexy que les déchets électroniques. Donc, merci à vous pour votre intérêt et pour votre présence. Donc, comme on va le voir, les déchets électroniques, c'est une thématique relativement complexe, interdisciplinaire, et qui fait appel à un grand nombre de notions, géologiques, physiques, chimiques, géopolitiques, sociologiques et bien d'autres. Donc je m'excuse par avance si par moment certains vont trouver ça trop simplifié, peut-être ennuyeux, ou à l'inverse trop compliqué et incompréhensible. C'est vraiment la thématique qui veut ça, c'est le sujet. Mais je vais faire de mon mieux pour essayer de rendre ça abordable et intéressant. Donc, quand on s'intéresse aux objets électroniques, il y a plusieurs manières de voir les choses. Une manière assez classique, c'est de regarder ça sous l'angle de l'histoire des sciences et regarder comment ces objets électroniques évoluent au fur et à mesure du temps, au gré des innovations technologiques, et les impacts que ça peut avoir sur les modes de vie, de communication ou de consommation. Donc sur cet axe plutôt horizontal, je vais faire un peu de pub pour un ami et collègue électronicien qui cherche à monter un espace dédié à l'électronique à Mirbeau, au nord de Poitiers. Donc s'il y a des gens parmi vous que ça intéresse d'étudier un peu ces problématiques sociologiques ou psychologiques associés à ces objets électroniques, n'hésitez pas à contacter l'association Electroscope. Donc il y a très certainement des choses vraiment intéressantes à faire en collaboration. Donc moi aujourd'hui je vais plutôt me placer sur un axe orthogonal à tout ça. Donc regarder un instant donné pour une technologie donnée finalement quelles sont les ressources naturelles mises en jeu. Et donc quand on fait ça, par exemple pour un smartphone, on se rend assez vite compte qu'un smartphone, aujourd'hui, ça contient à peu près une cinquantaine de métaux différents. Donc on les connaît pas tous, hein, forcément. Donc ça appelle un certain nombre de questions, à savoir quels sont-ils, à quoi est-ce qu'ils servent, d'où est-ce qu'ils proviennent, et est-ce qu'ils sont recyclables, et si oui, est-ce qu'ils sont recyclés. Donc c'est un peu à toutes ces questions que je vais essayer de répondre au cours de cette conférence, que je vais structurer en deux grandes parties. Donc dans un premier temps, je vais vous parler surtout des ressources naturelles, donc des exploitations minières. Et puis dans un deuxième temps, je vais traiter un peu de ce qui se passe en fin de vie de ces objets, notamment du recyclage, et puis je passerai sous silence d'autres thématiques relativement importantes par manque de temps. Voilà. Donc on va commencer par une photo qui est relativement intéressante, je trouve, parce qu'esthétique, plutôt plaisante à l'œil, il y a de la couleur, il y a de la géométrie. Par contre, quand on regarde ça d'un peu plus près, il se pose un certain nombre de questions. Alors ça, c'est une exploitation de lithium. Ici, on se trouve au Chili, donc dans des déserts, dans d'anciens lacs salés, dans lesquels on va faire des forages, pour aller puiser les saumures, faire remonter les saumures qui se trouvent quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres sous le sol, qu'on va transférer dans des bassins d'évaporation, un peu comme on le ferait par chez nous au niveau des marais salants, si vous voulez, pour venir faire cristalliser les différents minéraux et puis récupérer un concentré de sel de lithium. Alors le lithium, on entend beaucoup parler dans l'actualité, donc vous connaissez bien ça, j'imagine. Ça rentre comme constituant d'électrodes dans les batteries des voitures électriques et plus généralement de la plupart des engins électroportatifs. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que ça intervient aussi dans l'industrie du verre, de la céramique et des additifs, des lubrifiants, en fait, sous forme d'additifs. Donc dans cette première partie, je vais essayer de vous décrire un large éventail de métaux, de voir un peu d'où est-ce qu'ils proviennent, et puis on va essayer de les comparer un peu les uns les autres. Alors pour faire ça, il faut revenir aux bases, et les bases dans ce cas présent, ça va être la géologie. Alors sur ce graphique, j'ai représenté les différents éléments, et en particulier les métaux qui nous intéressent, selon leur abondance relative. Alors voilà comment ça se lit, un tel graphique.
tout en haut, là, vous avez les éléments qu'on va considérer comme étant les plus abondants dans la croûte terrestre. En bas, vous allez avoir ceux qu'on considère comme étant très rares. Et puis au milieu, vous avez un nuage là qu'on appelle les métaux rares. Donc la première notion ici à voir, c'est que la rareté, c'est quelque chose de relatif. Donc les scientifiques, en règle générale, ils aiment bien classer les choses. Donc il y a un grand nombre de familles qu'on peut faire avec tous ces métaux. On va en décrire 4 grandes. Alors vous avez la première, la plus connue, celle des principaux métaux industriels. Cette famille, bon, tout le monde la connaît bien, c'est ceux qu'on va retrouver en rouge, c'est ceux qui soutiennent le développement des activités humaines, et ce sont ces éléments qui ont servi à bâtir nos infrastructures au siècle passé. Donc vous allez retrouver dedans le fer, le cuivre, le zinc, le nickel, du plomb, de l'étain, voilà, ce genre de choses. Dans une deuxième famille, vous allez retrouver les métaux précieux, donc généralement très rares, qu'on va retrouver plutôt dans la bijouterie. Donc vous avez dans l'or, la platine, le palladium, l'argent, et puis d'autres platinoïdes comme l'iridium ou l'osmium. Vous avez la famille des métaux de l'énergie nucléaire, donc uranium, thorium. Et puis en bleu, c'est-à-dire à peu près tout ce qui reste, vous avez la famille des métaux de spécialité. Alors on les appelle comme ça parce qu'en règle générale, ces métaux, ils ont des propriétés bien spécifiques, des propriétés de type magnétique, diélectrique, optique, de semi-conducteur. Et c'est ces métaux-là qu'on va abondamment utiliser dans l'industrie des hautes technologies, dans l'industrie des high-tech. Petit aparté ici, petite précision, vous avez une sous-famille que j'ai un peu simplifiée qui s'appelle la famille des terres rares. Donc, à distinguer des métaux rares. Et encore une fois, ces terres rares ne sont pas spécialement rares. Hein. Si vous comparez ça à l'argent ou à l'indium, ces deux éléments sont plus rares que l'ensemble des terres rares. Hein. Donc ce graphique il vous donne une idée de la répartition statistique, on va dire, de l'abondance relative statistique des éléments dans la croûte terrestre. Mais ça ne vous dit rien sur la concentration des gisements d'un point de vue géographique, à l'échelle de la planète. Alors ça, faut le regarder au cas par cas, donc on va rester sur ces terres rares par exemple, puis on va regarder les principaux pays producteurs. Donc vous avez la Chine, qui produit à peu près 60% des terres rares, les États-Unis un peu derrière, qui avant étaient les leaders, donc ils sont plus vers 16% maintenant, et puis Australie, Birmanie, puis quelques autres pays plutôt anecdotiques. Donc pour information, les terres rares, on retrouve plutôt ça sous forme d'oxyde et on va les utiliser beaucoup dans les catalyseurs, dans les aimants ou les luminophores comme les LED ou les ampoules fluocompactes. Donc vous avez une répartition relativement inégale hein, de ces ressources. Alors c'est généralement vrai pour la plupart des métaux rares. Si vous prenez le cas du tantal par exemple, le tantal, on va retrouver ça essentiellement dans la région des Grands Lacs, en Afrique, au niveau du Congo et du Rwanda. Et ça va rentrer dans la composition des condensateurs miniatures qu'on retrouve dans la plupart des cartes électroniques modernes. Donc qui dit répartition inégale dit tension géopolitique forcément. Donc selon l'importance stratégique des métaux dans la société en question et le risque d'approvisionnement de ces métaux, on peut définir, vous avez peut-être déjà entendu ça, la criticité d'un métal, dire qu'un métal est plus ou moins critique. Finalement, ça revient à quantifier l'importance qu'il a dans le pays en question. Donc là, si on prend le tantal, il est très très important, on le retrouve dans presque toutes les électroniques. Et le risque d'approvisionnement est considéré comme étant faible, parce qu'ici on parle de l'Afrique. Donc vous avez une criticité qui est modérée. A l'inverse, les terres rares, alors il y a plusieurs terres rares qui s'échelonnent d'une importance faible à très élevée. Le risque d'approvisionnement est beaucoup plus soutenu. Hein. C'est la Chine pratique de la guerre économique. Donc on considère, en France du moins, que les terres rares ont une criticité de modérée à très élevée. Donc cette répartition des richesses inégales, elle ne génère pas seulement des tensions géopolitiques, mais également des tensions beaucoup plus locales. Forcément, quand vous avez de la richesse à un endroit,
vous allez avoir des petites tensions autour de ces appropriations de richesses, donc des instabilités qui peuvent déboucher sur des conflits armés. Hein. Donc c'est des choses qu'on a vues et qu'on continue de voir en Afrique. Vous allez aussi avoir une tentation, c'est celle d'aller envoyer les enfants dans les mines pour rapporter les richesses dans les villages. Donc ça, on peut observer ça aux Philippines, mais également en Indonésie et dans d'autres pays. Vous allez avoir des tensions qui vont se cristalliser autour des ressources en eau et des nappes phréatiques. Alors là, ici, c'est un exemple de manifestation au Chili. À titre d'exemple, au Chili, c'est la première photo que je vous montrais, le lithium. Si vous voulez produire 1 kg de lithium, il vous faut consommer à peu près 1000 litres d'eau. Donc quand vous avez des populations locales qui vivent dans un désert, ça pose des questions éthiques. Vous avez un dernier type de problème, et pas des moindres, c'est celui de la contamination de l'environnement, des pollutions, donc des cours d'eau, des rivières, des nappes phréatiques, etc., avec tous les impacts sur la chaîne de l'agriculture qui en découlent. Alors sur ce dernier point, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe, on va regarder le principe de l'extraction minière, principe général. On va voir le cas du zinc. Il faut savoir qu'en moyennant quelques petites variations dans les procédés d'extraction, vous pouvez appliquer ce principe général à la plupart des métaux. Donc voilà, on va partir d'un minerai qui est riche au métal d'intérêt. Donc dans le cas du zinc, ça va être de la sphalérite, du sulfure de zinc. Si vous passez ça sous le microscope, vous allez voir des patchs gris foncé, donc qui représentent la sphalérite. Tout autour, en gris clair, un certain nombre de choses que vous ne souhaitez pas forcément et qu'il va vous falloir séparer au mieux. Donc la première des choses à faire, c'est de creuser un trou. Donc là, c'est un exemple au Pérou, vous avez un trou qui fait 2,5 par 1,5 km, 1 km de profondeur. Donc forcément, ça, vous n'y allez pas à la pelle ou à la pioche, hein, vous y allez à coup de dynamite, à coup d'explosif. Donc vous dynamitez toute la zone. Et puis vous envoyez tous ces petits camions là qu'on voit aller chercher les gravats. Alors ces camions en réalité ils sont énormes, on ne s'en rend pas compte, hein. Ils font 7 mètres de haut, 15 mètres de long. Donc ils vont convoyer toute cette roche jusqu'à des concasseurs, des broyeurs qui vont réduire tout ça en poudre très fine. Et toute cette farine elle va être transvasée dans des bacs dans lesquels on va rajouter toutes sortes de produits chimiques, donc des tensioactifs, des acides, de manière à essayer de séparer au mieux tous ces constituants. Donc finalement, c'est un peu comme faire schématiquement une décantation géante, si vous voulez. Et vous récupérez un concentré de minerai. Donc, tout ça, ça se fait sur le site minier. Et puis après, ce concentré de minerai, vous allez l'acheminer dans des usines qui peuvent être dans le pays ou à l'international pour faire différents traitements métallurgiques. Donc, dans le cas du zinc, ça va commencer par une pyrométallurgie pour passer d'un sulfure à un oxyde. Puis après, vous passez sur de l'hydrométallurgie, donc en phase liquide, pour réduire votre oxyde en métal. Et à la fin, si vous purifiez bien comme il faut, vous obtenez un lingot pur de zinc. Et ce lingot, lui, il va être envoyé dans différentes usines donc pour faire toutes sortes de produits finis ou semi-finis, des aciers galva, des alliages, dans le cas de l'électronique, des piles, des fusibles, des varistances et bien d'autres. Un truc important ici, c'est que pendant l'étape de purification, vous avez séparé un certain nombre de choses, donc les choses dont vous ne vouliez pas forcément initialement. Parmi ces choses-là, il y en a qui ont un intérêt économique. Donc vous allez retrouver dans la filière du zinc le germanium et l'indium. Alors le germanium, lui, il intervient beaucoup dans les télécommunications, sous forme de transistors RF et de fibres optiques. L'indium, lui, il va beaucoup être utilisé dans les écrans plats et dans les cellules solaires, dites de deuxième génération, donc, le CIGS pour ceux qui connaissent. Et puis il y a aussi d'autres constituants qui sont représentés ici par ces petites flèches rouges, qui sont pour le coup des choses qu'on ne souhaite vraiment pas. Et pour en discuter, on va regarder le graphique suivant, qu'on appelle la roue des métaux porteurs. Alors les métaux porteurs, on les retrouve au centre, sur ce disque bleu. Donc c'est ceux qui ont leurs infrastructures propres, en fait. Donc, dans le cas du zinc, si on regarde le camembert qui est en dessous, c'est tous les coproduits de cette filière du zinc. Donc vous retrouvez, comme je disais juste avant, l'indium et le germanium. Alors l'indium, lui, il est sur un cercle concentrique, là où c'est écrit 75%. Ça veut dire que 75% de la production mondiale d'indium provient des mines de zinc.
Donc ça veut dire qu'en fait, l'indium et le germanium sont liés économiquement au zinc. C'est ça que ça veut dire. Et puis vous avez en rouge ces autres coproduits qu'on ne souhaite vraiment pas, c'est des choses extrêmement toxiques, à savoir le cadmium, le mercure, l'arsenic, le plomb, le thallium. Voilà. Donc si vous avez bien compris comment fonctionne ce diagramme, vous avez compris le gros problème de l'industrie minière. C'est un peu comme pour le nucléaire, vous allez générer beaucoup de déchets toxiques. Alors dans le cas du nucléaire, c'est pas tant que ça finalement. Beaucoup de déchets toxiques qu'il va vous falloir traiter au mieux. Et donc ces déchets ils sont de 3 grands types, solides, liquides, gazeux. Donc vous avez dans un premier temps les stériles miniers, donc c'est toutes les roches qui ont dû être déblayées pour accéder au cœur du minerai. Donc finalement il y a du volume mais il y a assez peu de toxicité. Donc on va stocker ça sous forme de tas, sous forme de remblais. Vous avez les résidus miniers qui sont finalement la pulpe ou les bouts de décantation, donc qui sont riches en produits chimiques, en particules fines enrichies dans ces métaux toxiques. Donc ça c'est plutôt liquide, hein, donc on va essayer de stocker ça sous forme de bassins, de parcs à résidus. Donc vous avez au milieu là, une idée de ce que ça peut représenter grandeur réelle. Et puis vous avez un dernier type de déchets que sont les cendres et les fumées métallurgiques, qui sont produits en petite quantité, mais finalement très toxiques. Alors une fois qu'on a un peu en tête ces différents déchets, on peut s'amuser à regarder des photos satellites de ce qui se passe un peu à travers le monde. Donc ici, je vous présente la mine de Bayanobo en Mongolie intérieure. Donc c'est celle qui produit ces fameux 60% de terres rares à l'échelle mondiale. Donc vous allez pouvoir retrouver en 1 les open pits, donc ça c'est les endroits qui ont été dynamités, ici il y a 2 grands trous. En 2, vous allez pouvoir retrouver l'endroit où ont été stockés les stériles, et puis en 3, vous allez retrouver les résidus. Donc je m'épargne entre guillemets ici, parce que si vous regardez en bas à gauche, vous avez quelque chose qui effectivement ressemble plutôt à un bassin. Si vous regardez plutôt de ce côté-là, ça ressemble davantage à une rivière. En fait, c'est le fleuve jaune qui sert de dépôt de résidus. Donc là, vous avez de la contamination chimique, acide, partout, sur des kilomètres à la ronde. Et pas seulement, en réalité, pour des raisons géochimiques, quand vous traitez de la terre rare, vous faites remonter également de la radioactivité, donc de type uranium, thorium, radium. Donc ici, sur des kilomètres à la ronde, vous polluez l'environnement, les cours d'eau et toute l'agriculture qu'il y a derrière. Donc en règle générale, quand on voit ça, on prend peur. On se dit, non, en fait, c'est les Chinois. Non, en réalité, si vous regardez le Canada ou l'Australie, qui sont vraiment à la pointe de l'industrie minière, vous allez observer ce même type de soucis. Alors, pas exactement les mêmes, hein, c'est toujours un peu différent à chaque fois. Ici, c'est un second exemple. Donc ça se passe en Australie. Cette fois, c'est une mine d'or, de cuivre-or. Alors, on peut faire le même travail. Ici, on va retrouver l'open pit en 1. En 3, les stériles. En 4, deux grands parcs à résidus. Et en fait, la caractéristique de cette mine, c'est qu'elle n'est pas seulement à ciel ouvert, elle est également en exploitation souterraine. Donc vous avez des galeries qu'on ne va pas pouvoir voir par satellite. Par contre, on peut voir l'impact de ces galeries. Parce que les galeries, c'est pareil, vous creusez, puis quand vous arrivez au bout de la cavité, vous commencez à dynamiter. On fait ce qu'on appelle du foudroyage par bloc. Et la cavité s'agrandit jusqu'à ce qu'à un moment elle soit tellement grande qu'elle affleure la surface à la plomb, et ça s'effondre. Donc on peut voir ici des effondrements de terrain, donc je vous laisse apprécier les dimensions, on est de l'ordre du kilomètre de diamètre, ça s'affaisse sur plusieurs mètres, quasiment une dizaine de mètres. Et donc ça va générer de la sismicité induite. La sismicité qui va potentiellement endommager les infrastructures, et là c'est ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une digue, un parc à résidus qui a lâché. Donc il y a un bassin qui s'est déversé dans un autre. Alors pour info, l'or ça se traite avec du cyanure, et les coproduits ça va être du plomb, du mercure, de l'arsenic, de l'antimoine, ce genre de choses toxiques. Donc là il y a des potentiels dangers pour lesquels il faut vraiment faire attention. Alors on va rester sur le cas de l'or, et on va regarder un autre type de problème qui est la baisse des teneurs des gisements au fur et à mesure du temps. Pour information, je ne l'ai pas dit, l'or, ça intervient dans des industries vraiment très importantes que sont les bijoux, les lingots des banques centrales
Et accessoirement, on retrouve ça dans les cartes électroniques sous forme de contacts électriques, notamment au niveau de la métallisation des pattes des processeurs. Donc vos cartes électroniques sont riches en or, il faut le savoir. Donc l'or, historiquement, on l'avait sous forme libre au cours des siècles passés, sous forme de filons, sous forme de pépites. Donc si on a un peu en tête ce qui s'est passé lors de la ruée vers l'or, les gens ils récupéraient cet or-là sous forme gravimétrique. Donc ils utilisaient la propriété de l'or qui est très dense pour, avec leur bâtée, faire des petits mouvements circulaires et puis récupérer l'or sur les bords de la bâtée. Petit à petit, les pépites sont devenues paillettes et les paillettes sont devenues minuscules. Donc pour améliorer le processus de récolte, on est passé au mercure. Alors le mercure, ça a le bon goût de s'amalgamer avec l'or, ce qui fait que même si vous ne voyez pas la paillette, le mercure, lui, l'a capté. Et une fois que vous avez suffisamment utilisé ce mercure, vous pouvez le chauffer, le faire réévaporer. Donc au passage, vous vous intoxiquez l'environnement, mais vous avez des paillettes. Et ça, c'est extrêmement toxique, donc ça a été interdit. Maintenant, on est passé à des méthodes chimiques de type chloration et cyanuration en particulier. Et l'or, actuellement, il est sous forme non plus libre, mais liée, c'est-à-dire qu'il est sous forme atomique, ionique, en substitution, donc dans des réseaux cristallins de minéraux. Et au passage, donc, on est passé en quelques siècles on va dire d'une dizaine de grammes d'or à la tonne de roche à moins d'1 gramme d'or par tonne de roche. Donc ça veut dire que vous devez brasser en moyenne 1 tonne de roche pour espérer en extraire en moyenne 1 gramme d'or. C'est les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Donc forcément, la facture énergétique ici, elle est salée. Donc si vous regardez au milieu du siècle précédent, on était sur des teneurs d'à peu près 4 grammes d'or par tonne de roche. Et pour extraire 1 kg d'or, il fallait 20 à 35 MWh. Alors vu que ça ne parle pas à tout le monde, je l'ai mis sous forme de consommation annuelle électrique. Ça représente ce que consomment 10 à 15 personnes sur une année, pour 1 kg d'or. Au niveau des émissions de CO2, c'est l'équivalent de 10 vols Paris-New York en avion. Et pour la consommation d'eau, l'équivalent de ce que consommeraient 10 à 20 personnes sur une année, donc toujours pour produire 1 kg d'or. Le problème, c'est que maintenant, on est aux alentours de 1 gramme d'or par tonne, donc ça a diminué. Donc les déchets produits vont exploser de manière exponentielle. Donc là, vous pouvez au bas mot multiplier par 3 ou 4 toutes ces valeurs. Alors malheureusement, cette chute des teneurs, elle n'est pas spécifique à l'or, elle est généralisée pour une bonne partie des métaux rares. Donc je vous ai représenté sur le graphique en bas à gauche la quantité d'énergie qu'il faut pour extraire 1 gramme de métal. Donc on retrouve l'or ici. On va retrouver des métaux peut-être un peu plus abondants ici. Et pour ceux qui sont, pour les plus matheux d'entre vous, vous reconnaîtrez peut-être que les échelles là, sont logarithmiques. Donc ça veut dire que là, vous avez un lien exponentiel entre l'énergie et la teneur des gisements. C'est-à-dire qu'on redémontre bien ici que plus la teneur baisse, plus la pollution, plus les produits embarqués augmentent de manière exponentielle. Donc je vous propose de regarder un autre métal, le cuivre. Alors, le cuivre, c'est très intéressant parce que c'est le métal emblématique des infrastructures électriques et électroniques. Donc c'est vraiment celui à regarder pour regarder comment va se produire cette transition énergétique et numérique qu'on appelle de tous nos voeux. Donc le cuivre, au début du siècle passé, on était à 4% dans les gisements, c'est-à-dire une tonne de roche, ça produisait 40 kg de cuivre. Actuellement, on est rendu sous les 1% et on se dirige vers du 0,5, donc moins de 10 kg par tonne de roche. Donc vous avez des chercheurs qui se sont amusés à regarder comment va évoluer la demande en cuivre, vu que tout le monde cherche à faire cette transition. Donc voilà ce que ça donne, c'est le graphique là, qui est en haut à droite. Donc actuellement, on est sur des consommations annuelles à l'échelle mondiale d'environ 20 millions de tonnes. Donc tous les ans, on consomme 20 millions de tonnes de cuivre. Alors pareil, on ne se rend pas bien compte de ce que ça représente. Donc
faut faire une petite analogie ici. Prenons la mine de Bingham Canyon, donc dans l'Utah, aux États-Unis. Elle fait 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur. Elle a été exploitée pendant à peu près 120 ans. Ça a généré à peu près 800 km de route. Et là-dessus, pendant toute son histoire, ça a extrait à peu près cette valeur-là, c'est-à-dire à peu près 20 millions de tonnes de cuivre. La conclusion de ça, ça veut dire que tous les ans, à partir de maintenant, il va nous falloir creuser un trou comme ça dans le monde et en extraire le cuivre entièrement, tous les ans, pour pouvoir satisfaire notre demande. Et d'ici 2050, il faudra faire le double, on sera vers 40 millions de tonnes. Voilà, donc ça c'est le vrai problème de cette transition qu'on est en train d'essayer de faire. Et avec du cuivre, vous n'allez pas aller bien loin, donc il faut aussi multiplier ce nombre de trous par le nombre de métaux que vous avez là pour faire tous vos composants. Donc ça amène les experts du domaine à conclure que finalement, d'ici 2050, vous allez devoir consommer plus que ce qu'on a pu produire dans toute l'histoire de l'humanité. En fait, c'est tout bête, il suffit juste de faire une intégrale, donc de moins l'infini à maintenant, et vous vous rendez compte que ça sera inférieur à ce qu'on va devoir consommer sur cette période-là. Donc là, on se rend compte que ça craint un peu si on veut continuer à faire de la croissance. Et du coup, on va essayer de s'intéresser à savoir est-ce qu'il pourrait y avoir des ressources alternatives. Alors donc il y en a qui disent qu'il faudrait essayer de détourner un astéroïde pour mettre ça en orbitation autour de la Terre et puis aller miner dedans. Bon, je ne suis pas venu parler science-fiction, donc je vais pas en parler. Par contre, le deuxième point, il est peut-être un peu plus probable. C'est un peu comme pour le pétrole. Quand il y en a plus, ou il y en a moins sur Terre, on est tenté d'aller en eau profonde. Alors, peu importe les noms de ces choses-là, vous avez sur le plancher océanique des concrétions de métaux qui se sont déposés très très doucement au fur et à mesure des millénaires. Et donc, ce que certains proposent, c'est d'aller envoyer des aspirateurs, si vous voulez, pour pomper toutes ces petites roches là, qui sont au fond de l'eau. Bon, alors en réalité, ce n'est pas la solution, ça, parce que si vous regardez un peu ces roches, qu'est-ce qu'elles comprennent? C'est essentiellement des métaux industriels, il y a peu de métaux de spécialité, donc ça ne va pas résoudre le problème de l'électronique ou de l'informatique ou que sais-je. Au niveau de la teneur des gisements, on est au mieux à ce qu'on trouve actuellement sur Terre, mais généralement c'est même inférieur. Et puis on a le droit de parler aussi un peu écologie, c'est-à-dire que vous avez des milieux qui n'ont jamais vu la lumière, qui sont à croissance très lente, c'est des écosystèmes très sensibles. Donc demander à des industries d'aller à plusieurs kilomètres sous l'eau pour faire des choses que déjà sur Terre posent énormément de problèmes, c'est certainement pas la solution. Donc une dernière possibilité, qui est de loin la meilleure, c'est de se dire, on a des mines qu'on qualifie d'urbaines, des monticules de déchets qu'on génère. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'essayer de retraiter proprement ces déchets, puis de récupérer les métaux qu'il y a dedans pour venir rajouter ça à la production minière? Alors pour appuyer mon propos, je vous propose de regarder une nouvelle fois le cas des smartphones. Les smartphones, actuellement, on en vend à peu près 1 milliard par an dans le monde depuis 7 à 8 ans. Donc ça veut dire qu'on en jette aussi à peu près 1 milliard. Et ça représente 250 000 tonnes de smartphones par an dans le monde qu'on va jeter. Donc si vous vous amusez à dépouiller un smartphone, vous pouvez vous pourrez peut-être voir, si vous êtes curieux, toute la richesse métallique qu'il y a dedans, avec tous ces capteurs qui sont plus ou moins utiles d'ailleurs. Et quand vous regardez un peu pour une tonne de smartphone, la composition métallique qu'il y a dedans, vous vous rendez compte que le cuivre, il y en a 6 fois plus que dans une mine classique, le cobalt entre 2 et 3 fois plus, du lithium entre 3 et 6 fois plus, et le pire du pire, le mieux du mieux en fait. L'or, on est à 60 grammes, et donc comme je vous disais, les ordres de grandeur des mines, c'est 1 gramme d'or par tonne de roche. Donc vous êtes 60 fois plus riche en or dans une mine de smartphone que dans une mine naturelle. Donc ça va naturellement nous amener à la deuxième partie, et qui est d'apprendre à retraiter proprement tous les produits qu'on a consommés et qu'on a achetés.
Alors je vous propose cette photo pour commencer, qui est intéressante. Alors ça c'est une sculpture géante de déchets électroniques qui a été réalisée il y a à peu près 2 ans en marge du G7 pour essayer d'alerter le monde, et en particulier ces 7 dirigeants, sur les impacts environnementaux de ces déchets électroniques. Et notamment, vous devriez reconnaître en 3e position, en partant de la droite, notre président, M. Macron. Alors, les déchets d'équipements électriques et électroniques, dans le jargon du recyclage, on appelle ça des D3E. Alors, c'est le terme que je vais employer par la suite. Alors, D3E, ils ont leur filière bien spécifique. Vous ne pouvez pas jeter ça aux ordures ménagères, ni même dans les bacs jaunes ou les sacs jaunes. C'est une filière vraiment dédiée, bien structurée en France. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tous les pays, et en particulier des pays, on va dire, en développement, qui retraitent ça de manière plus artisanale, de manière vraiment dangereuse pour l'homme et son environnement. Alors on va commencer avec un chiffre assez hallucinant, qui est celui de la production française de ces déchets en 2019. On a produit à peu près 2 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques en 2019. Donc depuis, c'est à peu près ça, tous les ans. Donc ça fait à peu près 20 à 30 kilos par personne et par an. Il faut le savoir. Donc, quand on souhaite se débarrasser de ces déchets, il y a 4 possibilités. Alors, vous avez la première, qui est la meilleure de toutes, c'est de se dire on va faire du recyclage, au sens large du terme. Donc, on va voir ce que ça regroupe, ce terme. Vous avez 2 autres possibilités que sont l'incinération ou l'enfouissement. Alors ça, c'est pas très satisfaisant, parce que vous invisibilisez le problème, mais vous ne le résolvez pas vraiment. Et puis, il y a un dernier circuit, qui est le pire de tous, qui consiste à exporter ces déchets dans un autre pays. Alors ça, c'est interdit. C'est interdit par la Convention de Bâle qui a été signée par tous les pays du monde. Tous les pays qui se sont mis d'accord pour dire que les déchets, les D3E sont des déchets dangereux. Donc vous savez maintenant, vous avez une petite idée de tous les métaux qu'il y a dedans et tout ce que ça peut générer sur l'environnement. Donc c'est des déchets qui sont dangereux et tous les pays se sont engagés à réduire la quantité et la toxicité de ces D3E. Et notamment, il y a une petite clause d'interdiction d'exportation hors de la zone OCDE. Donc pour le dire trivialement, interdiction aux pays riches d'envoyer ça dans les pays pauvres. Cependant, si vous regardez à l'échelle de l'Union européenne, on se permet d'envoyer ça, une partie du moins de ces déchets, dans d'autres pays. Alors en rouge, vous avez les flux qui sont avérés, c'est-à-dire où les filières ont été parfaitement documentées. Et vous avez en bleu les filières suspectées, c'est-à-dire les filières où on va retrouver ces déchets dans les pays. On sait qu'ils sont partis d'Europe, mais on n'a pas très bien compris comment ils ont fait pour arriver là. Donc ça, à mon sens, c'est le plus bel aveu de notre incapacité à recycler proprement les déchets électroniques. Parce que sinon, on ne s'amuserait pas à exporter illégalement des futurs trésors quand on sait ce que ça peut nous apporter pour le futur. Alors, maintenant, on va parler un peu de recyclage, à proprement parler, et on va brièvement rappeler l'intérêt qu'il y a à recycler. Alors, vu qu'on ne va pas repasser par la mine, du moins pas dans l'environnement naturel, on va réduire considérablement la consommation d'eau, les impacts environnementaux, qui incluent la déforestation, la pollution des sols, la contamination des rivières et des nappes phréatiques, les gaz à effet de serre, les fumées métalliques, on va réduire les impacts sanitaires, les problèmes sociaux, les conflits armés, les tensions géopolitiques, etc., etc. Donc rien que pour ça, on a le devoir d'apprendre à recycler convenablement. Et puis d'un point de vue un peu plus pragmatique, si on regarde la consommation d'énergie nécessaire pour produire 1 kg de métal qui proviendrait du recyclage par rapport à une mine, on se rend compte qu'on économise en moyenne 90% de l'énergie. Ce qui est normal, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dynamiter une zone, d'envoyer des camions, puis de réduire tout ça en poudre. Cependant, si on regarde un peu ce diagramme, on se rend compte qu'on sait bien recycler cette partie-là, qu'on reconnaît, c'est les métaux industriels, ceux-là on les reconnaît, c'est les métaux précieux, puis ceux-là c'est les métaux de spécialité, pour lesquels on n'a finalement pas ou trop peu de données. Alors pour essayer de comprendre pourquoi on n'a pas tant de données que ça, on va regarder un peu le cycle de vie de ces objets, essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je vais prendre 2 cas assez emblématiques de ces métaux, l'aluminium et le gallium. Alors l'aluminium, vous allez retrouver ça
dans les secteurs de la construction, du transport, de l'agroalimentaire, dans les dissipateurs thermiques et les condensateurs, donc des objets électroniques. Au niveau du gallium, vous allez retrouver ça dans les LED, les transistors, les circuits intégrés, les cellules solaires, etc. Donc ces deux éléments-là, ils proviennent de la mine des gisements de bauxite, donc le gallium étant un coproduit de l'aluminium. Donc vous faites toute cette extraction minière dont on a discuté dans la première partie, vous finissez donc avec des lingots de métaux purs que vous allez envoyer dans des usines. Ces usines qui vont faire du raffinement, des produits intermédiaires, un produit fini qui va in fine être vendu à un utilisateur ou à un consommateur qui au bout d'un moment va vouloir s'en délester et s'il a bien été éduqué, il va envoyer ça dans les bonnes filières de collecte et on peut espérer boucler ce qu'on appelle la boucle des vieux déchets. On va dire. Donc là-dessus, il y a deux points importants à noter. Le premier, c'est toutes ces petites flèches rouges que vous voyez là. Ça symbolise des pertes irrémédiables dans le cycle. Donc ça peut aller de l'objet qui n'a pas été envoyé dans la bonne filière de collecte, ça peut aller du recyclage non effectif, ça peut aller à des chutes d'usines qui n'ont pas été recyclées, etc. Donc ça veut dire que l'économie circulaire, ça n'existe pas, hein, et ça n'existera jamais en réalité. C'est-à-dire que c'est interdit par la deuxième loi de la thermodynamique. C'est une illusion. Si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez penser aux usages dispersifs qu'on a de ces métaux. Prenons par exemple les feux d'artifice, les cosmétiques, les plaquettes de frein de voiture, les trains de suspension, toutes les pièces d'usure. Tout ça, ça ne va jamais réintégrer le cycle. Donc le cycle, il est ouvert. Au mieux, on fera une spirale décroissante. La deuxième chose, c'est que si vous regardez les indicateurs de recyclage, notamment ceux que j'ai entourés en bleu, donc le recyclage des produits en fin de vie, vous vous rendez compte que l'aluminium, on fait à peu près 40-50% de recyclage. Alors l'alu et le cuivre, c'est vraiment les champions du recyclage, hein, c'est ce qui se fait de mieux. Et puis le gallium, qui est vraiment emblématique des métaux de spécialité, on se rend compte que c'est moins de 1%, donc autant dire zéro. Et je vous passe les détails de ces indicateurs, je ne vais pas détailler ça, mais ce n'est pas un problème de savoir-faire de recyclage du gallium, parce qu'en réalité, vous avez une plus petite boucle ici qui s'appelle la boucle des nouveaux déchets, c'est-à-dire des chutes de plaques ou des copeaux, etc., qui peuvent être recyclés sur des circuits plus courts, ce qu'on appelle les nouveaux déchets. Et là, il n'y a pas de problème, on se rend compte qu'il y a du gallium qui est recyclé à ce niveau-là, et dès l'instant que ça passe par la grande boucle des vieux déchets, c'est plus recyclé. Alors là, je pense que vous commencez à sentir d'où vient le problème, mais on va quand même continuer cette petite enquête. Et on va regarder un peu en détail ce qui se passe dans la filière D3E. Alors vous avez un cadre réglementaire européen dans lequel s'inscrit le cadre français, bon, c'est finalement assez peu intéressant. On va regarder ce qui se passe au niveau des flux physiques. Donc nous, consommateurs, utilisateurs, on est en haut. Là. Et quand on veut se séparer de ces objets électroniques, on va devoir les mettre dans les bonnes filières de collecte. Donc vous avez les collectivités locales, comme les déchetteries, les distributeurs, comme les grandes surfaces, les magasins, puis d'autres acteurs, comme l'économie solidaire ou les entreprises, etc. Donc ces acteurs, eux, ils ont un objectif à atteindre, un objectif réglementaire, un taux de collecte à atteindre minimum, c'est 65% en poids de ce qui a été vendu en moyenne pendant les 3 années précédentes. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous faites la moyenne sur les 3 précédentes années à l'année et vous devez, en poids, récupérer 65%. Donc ça n'a pas été atteint en 2019. Donc on est à 50%, ce qui est pas mal du tout, hein, mais on peut faire beaucoup mieux. Donc ça passera aussi par l'éducation. Hein. Ces acteurs, une fois qu'ils ont réalisé leur collecte, chargés de regrouper tout ça et de transporter ça dans les centres de tri, où il va y avoir 3 grands types de processus de traitement, on va dire. Donc là, c'est les processus de recyclage-valorisation. Donc vous avez ou bien de la réutilisation, c'est-à-dire l'objet est encore fonctionnel et vous le réinjectez dans de l'économie, typiquement l'économie solidaire. De la dépollution, du recyclage, mais cette fois au sens strict du terme, c'est-à-dire un métal redevient un métal, un plastique redevient un plastique, et de la valorisation. Alors moi j'ai un souci avec le mot valorisation, je ne le supporte pas, parce que ce mot-là, ça veut juste dire que vous allez brûler vos déchets, et la chaleur que vous récupérez sert à alimenter une piscine
ou une cimenterie. Bref, il a été valorisé et on le prend en compte dans le recyclage au sens large du terme. Et globalement, si on fait ça, on se rend compte que les objectifs, ils ont été atteints. Alors, les objectifs, c'est entre 55 et 85% de ce qui est arrivé au centre de tri qui doit être recyclé ou valorisé. Bon, il y a plusieurs catégories que je ne vais pas détailler. Donc, globalement, les objectifs de collecte et de recyclage, en fait, ils vont valoriser, ils vont favoriser les matériaux majoritaires en masse. C'est comme ça qu'il faut comprendre le problème. C'est-à-dire que si vous amenez un objet, le cuivre des câbles ou les coques en plastique, en alu ou les moteurs en fonte, etc., c'est eux qui vont faire essentiellement la masse. Et c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs au détriment de tout ce qui est minoritaire en masse, c'est-à-dire tous ces petits capteurs, toute la richesse métallique qui se trouve dans l'électronique. Alors voici comment se passe un traitement d'un ordinateur. Alors pareil, moyennant quelques petites modifications dans le processus de traitement, vous pouvez appliquer ça à la plupart des déchets électroniques. Donc vous avez un camion qui arrive, qui est rempli d'ordinateurs, donc c'est stocké, c'est mis sur les tapis. Il y a un premier tri qui est fait, manuel, pour enlever ce qui n'a rien à faire là, par exemple. Après, l'ordinateur, il va passer dans un désintégrateur. Donc ça, c'est un moulin à café géant, si vous voulez, qui va comprimer l'objet dans toutes les directions, et essayer de séparer ces différents constituants. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un problème, c'est-à-dire que l'électronique, elle est vissée et survissée dans les objets. Par exemple, dans une télé, vous pouvez compter en moyenne une centaine de vis. Donc déjà, pour séparer les constituants, c'est pas gagné. Donc si vous avez réussi, vous pouvez récupérer les parties qui ont été séparées. Donc vous avez éventuellement des câbles, des cartes électroniques, etc. Vous allez continuer votre voyage dans un broyeur. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on fait des confettis, vu qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas réussi à bien séparer, on en fait des confettis. Et ces confettis vont être triés par différentes machines. Donc un tambour magnétique pour récupérer toutes les parties ferreuses, des séparateurs à courant de Foucault pour les métaux non ferreux. Et puis après, vous avez du tri optique ou de la flottaison pour récupérer les plastiques. Puis je vais toucher un mot quand même sur les plastiques. Les plastiques des D3E sont vraiment problématiques. Alors déjà parce qu'il y en a une grande variété de types. Dans un ordinateur, vous pouvez en avoir jusqu'à une vingtaine de plastiques différents. Et le véritable problème des D3E, c'est que les plastiques ont été inifugés. C'est-à-dire qu'on a rajouté de l'oxyde d'antimoine et des halogénures, en règle générale du brome, de manière à faire des retardateurs de flamme sur ces plastiques. Et le problème, sans rentrer dans les détails chimiques, quand vous allez brûler ces plastiques, vous allez former des composés organobromés, qui sont des polluants organiques persistants, c'est-à-dire des choses toxiques, des perturbateurs endocriniens, des molécules mobiles dans l'environnement, bioaccumulatrices, etc. Donc il y a des teneurs à ne surtout pas dépasser pour le brome, sinon interdiction d'incinérer ça. Donc ça génère un certain nombre de soucis. Là, ce que je vous propose de regarder pour la suite, c'est les cartes électroniques. Comment on les gère, parce que c'est là-dedans qu'il y a un peu toute la richesse. Alors les cartes électroniques, vous le savez peut-être, elles sont riches en cuivre du fait de toutes les pistes qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, dans le meilleur des cas, c'est qu'on va envoyer ça à la fonderie et puis on va faire fondre l'ensemble, on va tout brûler et puis on va récupérer le cuivre et la chance qu'on a dans l'histoire, c'est que le cuivre va jouer le rôle de capteur de l'argent, l'or et le palladium, donc de quelques métaux précieux, qu'on va pouvoir ensuite reséparer par hydrométallurgie. Donc on est capable, en règle générale, de recycler ces quelques métaux. Et puis tout le reste, finalement, tout ce qui va être compris dans les condensateurs, les bobines, les résistances, les aimants, etc., ça va être perdu dans les scories. Alors les scories, c'est les résidus solides de métallurgie. Donc ça, c'est perdu. Donc actuellement, on ne sait pas recycler convenablement les cartes électroniques. Et il n'y a pas de meilleure option, il y a plein de projets à l'étude. Pour le moment, on n'a pas mieux. Alors un autre exemple assez emblématique, c'est les aimants de terre rares. Alors les aimants de terre rares, donc à base de néodyme et de dysprosium, plus d'autres éléments anecdotiques, on les retrouve dans les moteurs, donc pour faire tourner par exemple des plateaux de disques durs, des têtes de lecture, on va les retrouver dans les moteurs de voitures électriques ou dans les moyeux d'éoliennes aussi. Alors pour ces métaux-là, on a des solutions vraiment satisfaisantes qui ont fait leurs preuves, on sait faire.
on sait même très bien faire du recyclage. Le seul problème, c'est que si vous partez d'un procédé innovant et que vous voulez commencer à mettre ça à grande échelle, il vous faut compter en moyenne une dizaine d'années pour industrialiser ça. Et dans l'attente de ces chaînes de recyclage, vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez, mais en règle générale, ce n'est pas fait pour des problèmes d'espace et de coût. Donc ceux qui gèrent les centres de traitement, ils vous diront que c'est juste pas possible de stocker ces disques durs pour pouvoir retraiter plus tard ces terres rares. Puis au passage, vu que vous avez plein de visseries partout, il faudrait au préalable réussir à séparer ça convenablement. Donc pour information, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant quand on regarde de quoi est composé ce disque dur. Vous pouvez vous rendre compte que le plateau, là ici, c'est un stockage magnétique, donc il est composé de différents métaux et qu'historiquement, ça a pas mal évolué. Avant, on était sur de l'oxyde de fer, on est passé petit à petit sur du cobalt-chrome et puis maintenant sur des alliages de métaux rares et de métaux précieux. Pareil pour les têtes de lecture, avant c'était de la ferrite tout simplement, après c'est passé sur du permolloy et maintenant on est sur des empilements de couches minces à base d'une dizaine de métaux rares pour faire des capteurs qu'on appelle des capteurs de magnétorésistance géante. Donc ça, vous vous doutez bien qu'on ne va pas réussir à séparer ça proprement non plus. Et là, ici, vous avez une carte électronique pour le pilotage de ce disque dur. Vous savez maintenant ce qu'il en advient de cette carte électronique. Donc concrètement, sur ce disque dur, ce qu'on va récupérer, c'est après broyage, on va pouvoir récupérer au mieux tout l'inox, toute la ferraille, puis éventuellement le plastique. Et puis si on a de la chance, on aura atteint l'objectif en masse qu'il nous faut, et tout le reste, ça va partir à l'enfouissement. Alors, il y a effectivement un souci ici d'évolution technologique, parce qu'on le dit, pour qu'un recyclage soit effectif, il faut quand même stabiliser un minimum les technologies. Donc prenons un autre exemple vraiment emblématique, l'éclairage. Moi, quand j'étais petit, chez moi, il y avait essentiellement des ampoules à incandescence. Alors, les ampoules à incandescence, finalement, quoi de plus recyclable? Vous avez du verre, dedans vous avez de l'argon. Alors, l'argon, il vient de l'atmosphère, il y a 1% d'argon, donc c'est pas toxique, il n'y a pas de souci. Vous avez un petit filament de tungstène et puis une douille qui est en acier ou en laiton, donc aucun souci pour recycler ça. Si vous passez maintenant sur des lampes fluo-compactes, votre filament de tungstène devient une électrode de tungstène et puis vous avez un revêtement qui est appliqué dessus d'oxyde de barium, calcium, strontium. Vous rajoutez du mercure dans l'argon pour faire une excitation UV. Et puis l'UV, ça ne vous intéresse pas, vous voulez de la lumière visible, donc il faut rajouter des luminophores. Donc il y a eu 2 générations qui se sont succédées. Actuellement, il y a 10 ans, on est encore, c'est vrai, sur une génération à base de terres rares, donc yttrium, europium, lantane, etc., etc. Bon, il y a à peu près une dizaine d'années, on a commencé cette transition vers les LED. Alors les LED, c'est encore plus complexe. Vous gardez tous ces luminophores, mais cette fois, votre émetteur, votre partie active, c'est plus un gaz ou un plasma, c'est des semi-conducteurs. Donc c'est de l'état solide, donc vous avez de l'indium, du gallium, de l'aluminium, des dopants silicium, magnésium. Il vous faut des électrodes en titane, alu, nickel, or. Et puis pour couronner le tout, vous avez à l'intérieur, là dans le culot, des composants électroniques pour piloter cette LED. Et donc ça, c'est absolument pas recyclable. Donc ça veut dire qu'il y a des gros problèmes de vulnérabilité du recyclage. C'est-à-dire que pour pouvoir économiquement survivre, il vous faut avoir un approvisionnement constant de matériaux déjà. Ensuite, si vous avez des technologies qui n'arrêtent pas d'évoluer, on l'a vu, ça met des années pour pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que ça va également être un gros souci pour les usines de retraitement. Ensuite, le cours des matières premières, il ne faut pas que ça s'amuse à fluctuer trop, parce que si vous commencez à stocker et puis que 6 mois après traitement, le cours des matières premières il n'est plus du tout le même, votre bilan économique il peut être plus positif ou plus négatif, ça dépend. Alors là-dessus, j'ai un exemple bien précis. Vous vous en rappelez peut-être, je ne sais pas. En 2010, il y a eu un petit accrochage maritime entre la Chine et le Japon. La Chine s'est un peu énervée et elle a dit « bon stop, les terres rares, je vais réduire l'exportation ». Alors ça a affolé le monde entier. Ça a affolé le monde entier et les cours, ils ont pris plusieurs milliers de pourcents. Donc rendez-vous compte,
Là-dessus, il y a des usines. Alors en France, on a eu une usine qui s'appelle Solvay, qui est spécialisée dans les terres rares, qui a lancé du coup une usine de retraitement des terres rares contenues dans les luminophores, donc des ampoules fluocompactes. Et donc ça marchait, hein, ils y arrivaient bien, ils savaient retraiter. Et j'en profiterai pour dire que dans les terres rares là, des luminophores, vous n'avez plus de radioactivité. Hein. Elle a déjà été traitée lors de l'extraction minière, donc c'est vraiment hyper intéressant de récupérer les terres rares à ce niveau-là. Le seul problème, c'est qu'après une année ou deux, là, les tensions se sont un peu calmées. Donc le cours, on ne va pas dire effondré, mais il a commencé à revenir progressivement vers son niveau d'avant. Et puis pile à ce moment-là, on s'est mis à faire des transitions vers les LED. Conclusion, l'usine n'a pas pu continuer et elle a fermé. Donc là, c'est vraiment dommage parce qu'on a un exemple parfait d'usine qui est capable de retraiter quelque chose qui est nocif pour l'environnement et ça génère aussi de l'emploi d'ailleurs. Donc il faudrait une forme de protectionnisme de ces industries. Alors, on va regarder un dernier exemple, les batteries. Alors c'est toujours la même histoire. Initialement, on était sur des choses assez simples. Des batteries au plomb. Donc on va recycler ça, on broie tout ça, on refait fondre le plomb. Et puis les lingots, ils repartent dans la filière des batteries au plomb parce que le plomb c'est toxique. Bon, après il y a eu les batteries nickel-cadmium, un poil plus complexe. Donc cette fois, on broie tout, on fait une petite pyrolyse avant pour brûler toutes les cols. Et puis on va distiller, on va chauffer de manière à faire fondre, enfin faire s'évaporer le gallium et le recondenser sous forme de lingot. Et donc le cadmium, il va retourner dans la filière des batteries nickel-cadmium. Par contre, le nickel, lui, il était un peu pollué par toute l'enveloppe inox autour, tout l'acier, donc en gros, il va retourner dans la filière inox. Donc là, on a perdu la fonctionnalité première du nickel. On ne repartira plus dans des batteries, on pourra repartir dans de l'acier ou dans des fers à béton, par exemple, des choses qui seront peut-être pas recyclées au deuxième tour. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les batteries ou les accumulateurs nickel-métal-hydrure. Alors le métal ici, c'est un alliage de terres rares et de métaux rares. Alors il n'y a pas de composé bien défini. Chaque boîte, chaque industrie fait un peu le mélange qu'elle a envie, et vous appelez ça nickel-métal-hydrure. Donc ça veut dire que quand ça arrive en centre de tri, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Et c'est un peu le même problème des batteries lithium-ion. Certains pensent que batterie au lithium, c'est que du lithium. Hein. Non, le lithium, c'est juste une partie des composés des électrodes. Vous avez d'autres métaux rares dedans. Alors au fur et à mesure du temps, ça a pas mal évolué. Actuellement, ça se stabilise autour essentiellement du nickel, du magnésium, cobalt et du lithium. Mais on s'amuse à faire varier les rapports stoichiométriques à l'intérieur. Et comme pour les nickel-métal-hydrure, ça s'appelle juste lithium-ion et vous ne savez pas forcément quelle technologie vous avez là-dedans. Donc forcément, vu qu'on est assez aveugle, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble tout ça. Et puis, on broie tout ça en atmosphère INS et puis on fait toutes sortes de traitements métallurgiques. Et au mieux, on peut espérer récupérer le nickel, le cobalt, le cuivre, le fer. Et puis le reste, c'est presque toujours perdu hein, dans les scories ou les effluents. Donc le lithium actuellement n'est pas recyclé. Hein. On pourrait le faire, mais d'un point de vue économique, ça n'a pas d'intérêt. Donc après, ce qu'on va récupérer, ça va réintégrer des filières au choix, selon la pureté. Voilà, donc j'arrive à la fin. Donc je vais en profiter pour insister sur quelques points qui me semblent importants. Dans la partie 1, on a vu un peu que les métaux ils étaient vraiment omniprésents dans les objets du quotidien. Hein. Donc ça veut dire qu'on en est hyper dépendant, on ne s'en rend peut-être pas compte, on en est vraiment dépendant. L'industrie minière elle a vraiment un très fort impact socio-environnemental. Et une remarque un peu taquine ici, c'est de dire finalement, c'était il y a quelques années ça, l'Union européenne a produit à peu près 3% des métaux qu'elle consomme. Non, pardon, elle produit 3% des métaux à l'échelle mondiale, par contre elle en consomme 20%. Donc est-ce qu'on ne serait pas là face à une délocalisation de la pollution finalement? Bon, c'est une question, mais en réalité c'est plus une affirmation.
Donc on vit dans un monde fini, les ressources naturelles sont limitées, on a commencé à taper dans les stocks les plus facilement exploitables. Donc maintenant les stocks, les gisements commencent à devenir de plus en plus pauvres, on se retrouve à essayer d'exploiter des choses qu'on ne se serait jamais mis en tête d'exploiter avant. Et forcément la consommation énergétique et la pollution qui est associée, elle est en train d'exploser. D'où l'importance du recyclage. Et je rappellerai ce chiffre qui, à titre personnel, m'a vraiment choqué. On est à 2 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Donc, mis sous une autre forme tout aussi hallucinante, ça fait 4 tonnes par minute qu'on jette de déchets électroniques. Les filières de recyclage actuelles sont relativement incomplètes ou imparfaites, hein, c'est-à-dire qu'elles vont favoriser les éléments majoritaires en masse au détriment de toute la richesse métallique. Un point important, plus la technologie est complexe, et plus le recyclage derrière sera complexe voire impossible. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faudrait urgemment réduire nos consommations. S'il y a vraiment une nécessité d'acheter, plutôt acheter de l'occasion. Si c'est acheté parce qu'il y a un objet qui a été cassé ou qui ne fonctionne plus très bien, c'est le réparer ou le faire réparer. Et puis seulement, après tout ça, recycler s'il n'y a pas d'autre possibilité. Un dernier message qui me tient à cœur, c'est d'essayer de lier la partie 1 et la partie 2. Donc vous vous souvenez peut-être de ce graphique que je vous ai montré en fin de première partie. On voyait la demande en cuivre pour cette transition énergétique. On voyait qu'on allait avoir du mal à suivre cette demande. Bon, en réalité, les collègues là, du CNRS, ils ont fait du bon boulot. Hein. Ils ont aussi inclus la production de recyclage. Et là, vous voyez qu'on arrive à peu près à suivre la demande jusqu'en 2040-2050. Bon, le monde, il ne s'arrête pas en 2050, hein, ça veut dire qu'après, on va retomber sur le même problème. Donc une croissance, même à recyclage 100%, hein, donc, qui est impossible, cette croissance-là, on ne pourra jamais la faire, de toute manière. C'est bien ça qu'il faut garder en tête. On est juste en train de repousser le problème, mais les limites physiques, elles restent les mêmes. Donc, ça fait peut-être bizarre d'entendre ça de la part de quelqu'un qui travaille au CNRS, mais je pense qu'il faut vraiment questionner cette fuite en avant technologique ou techno-solutionniste. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie pour votre écoute.